avion d'Air France détourné après une escale à Genève, il se dirige maintenant vers Athènes. Bilan tragique après les inondations du Pays Basque, au moins 24 morts en France et en Espagne. Au Chili, Pinochet lâche du lest. L'état d'urgence en vigueur depuis 10 ans a été levé. Demain, le Grand Prix de Hollande de Formule 1, une nouvelle chance pour Alain Prost vers le titre de champion du monde. Bonsoir. Un avion d'Air France a été détourné en début d'après-midi. Il assurait une liaison entre Vienne et Paris. 4 ou 5 pirates de l'air, sans doute des Libanais, ont obligé l'avion à se poser à Genève. Après avoir obtenu le plein de carburant et libéré 37 passagers, les pirates l'ont obligé à repartir. Ils volent en ce moment même vers Athènes. Hervé Brusini était cet après-midi à l'aéroport de Genève-Cointrin. Depuis 15h05, heure de son atterrissage, cet appareil est placé à l'écart sur les pistes de l'aéroport de Genève. Les 111 personnes qui sont à l'intérieur et qui arrivent de Vienne en Autriche vivent ce qu'on appelle un détournement d'avion. 4 terroristes qui s'expriment en arabe viennent en effet de s'emparer de l'appareil et demandent à la tour de contrôle qu'on ravitaille immédiatement l'avion. Armés de mitraillettes et de nombreuses grenades, ils veulent tout de suite repartir vers une destination qui n'a rien à voir avec celle prévue, l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Ils veulent se rendre à Sofia. Le gouvernement suisse se réunit alors en état-major de crise. Le consul général de France est là, avec à ses côtés un émissaire de Gaston Defferre. Et à 16h04, devant le ravitaillement qui tarde, les terroristes menacent de faire sauter l'avion. À la même heure, et c'est une pure coïncidence, au sein même de l'aéroport, survient une alerte à la bombe immédiatement résolue par l'enlèvement d'un paquet déclaré suspect. À 16h17, c'est le décollage, sans autorisation de l'aéroport, destination Athènes. Athènes, qui pourtant, comme Sofia, a refusé pour l'instant de recevoir l'avion. 37 personnes ont pu être libérées 2 heures après l'atterrissage. 11 hommes, 13 femmes et 13 enfants. Des femmes et des enfants qui attendent avec angoisse la suite des événements que vont vivre ceux de leurs familles qui sont restés dans l'avion. Ce détournement d'avion coïncide avec l'ouverture de la conférence internationale de la Palestine qui s'ouvrira lundi à Genève. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises, on le voit aux abords de l'aéroport et sur l'aéroport. Ce déploiement de force n'a pu empêcher le détournement ni même contraindre les pirates. Tout cela doit bien inquiéter les autorités suisses puisqu'au moins 95 pays sur les 157 membres des Nations Unies ont déjà fait savoir qu'ils participeraient à cette conférence. Et pourtant les Suisses ont pris au sérieux la sécurité des participants, la preuve ce panneau en plusieurs langues et la mine déterminée de ce soldat. Si nous obtenons de nouvelles informations, bien sûr, nous vous tiendrons au courant de ce détournement tout au long de ce journal. Les inondations au Pays Basque, ce soir, le bilan qu'il faut dresser de cette catastrophe est terrible. En France et en Espagne, il y a eu 24 morts officiellement recensés et il y a 9 disparus. La plaine côtière entre Bilbao et Saint-Jean-de-Luz a été balayée par le débordement des rivières qui se sont brutalement transformées en torrents. Et cela à cause de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, des pluies comme on n'en avait pas vu depuis 30 ans. Le reportage de nos confrères de FR3 à Bordeaux, au Pays Basque français. Aujourd'hui sur le Pays Basque, le soleil est revenu, on commence à évaluer les dégâts et personne encore ne comprend vraiment ce qui s'est passé. La fin de matinée hier, des pluies fortes, torrentielles, mais pas vraiment inédites dans la région. Selon les premiers témoignages, c'est le lac de Saint-Pé-sur-Nivelle qui aurait débordé. Cette eau, ajoutée à celle que la Nivelle recevait avec la pluie, a provoqué un véritable raz-de-marée sur toute cette vallée. Mais à ce torrent est venu s'ajouter le flux de la marée montante. Résultat, le niveau de l'eau a monté de plus de 3 mètres. Les communes les plus touchées, Saint-Pé-sur-Nivelle, Souraïde, Ustaritz, Asquin et Saint-Jean-de-Luz, qui étaient aujourd'hui privées d'eau potable. Mais ce qui a surpris, c'est la soudaineté de la montée des eaux. Nous, on a commencé à monter, le temps qu'elle monte, les 3 marches que nous avons là devant, les 4 marches, là vous voyez qu'ils descendent, ça a mis un quart d'heure. Et le temps que ça arrive à bien hauteur, ça coûte durer 3 quarts d'heure, 1 heure. Pour bien monter, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, et tout est à jeter là, tout ce qu'il y a là. Tout est cassé, tout est détruit, tout est... Les étages ont été touchés ou pas? Non, ça a monté l'eau, si vous voulez, jusqu'au premier étage, mais ça a stationné, ça n'a pas été plus loin. Sur la route de Cambo, un bus a été immobilisé. 2 personnes ont disparu, elles ont été retrouvées aujourd'hui. Il s'agit d'un Bayonnais et d'un Anglais. Mais le plus spectaculaire s'est produit le long de la Nivelle. Là, les campings ont été dévastés, et en particulier le camping La Truite. Il y avait combien de personnes dans votre camping? Je ne peux pas vous dire, il y avait peut-être à peu près encore une vingtaine d'emplacements de prises, l'un dans l'autre. Alors ce que je peux en faire après, quand on était coincé, on ne pouvait plus passer là-bas avec l'eau. Moi, petitement, j'ai réussi à passer ma 404, mon frère par derrière avec la GS.
Et quand les autres voulaient se présenter juste, c'est trop tard, ce n'est plus la peine, vous allez rester au milieu. Tout sera bloqué, ce n'est plus la peine, ça sert à rien. Alors, on a fait monter des voitures d'un côté, de l'autre, de façon à ce qu'elles ne sautent pas de trop. Des caravanes ont été emportées. On estime qu'une quinzaine d'entre elles auraient été vues flottant sur la rivière. Certaines, même, après quelques kilomètres, ont coulé. Une ou deux auraient, dit-on, atteint l'océan. Hier, tous les hélicoptères de la région, venus renforcer celui de la gendarmerie de Biarritz, ont élitreillé 74 personnes au total. Aujourd'hui, tous les plongeurs des pompiers et de la sécurité civile fouillaient l'eau boueuse de la Nivelle à la recherche de quelques disparus dont le nombre est toujours resté incertain. Bilan ce soir, 5 morts, mais il n'est pas impossible que d'autres corps soient découverts dans les heures à venir. Mais pour l'instant, et en l'absence de renseignements plus précis, les plongeurs ont interrompu leurs recherches. Au Chili, le général Pinochet a enfin lâché du lest. L'état d'urgence, qui était en vigueur depuis 10 ans, a été levé la nuit dernière. Ainsi donc, le général Pinochet commence à céder à la pression de l'opposition. Depuis le début du mois, elle s'était groupée pour exiger la démission du général dictateur et pour obtenir la transition vers un régime démocratique. Le gouvernement a même autorisé hier la tenue d'un meeting politique au début du mois prochain. Dominique Laury. Mardi dernier, le général Pinochet fêtait un anniversaire. Il y a 10 ans, jour pour jour, le président Allende le nommait commandant en chef des armes. 3 semaines plus tard, c'était le coup d'État, l'attaque du palais de la Moneda, des milliers de morts. Appuyé sur l'armée, Pinochet s'emparait du pouvoir. 10 ans plus tard, la situation du Chili est dramatique. L'économie est en ruine, le peuple, classe moyenne et bourgeoisie comprise, est prêt à se révolter. D'autre part, l'armée chilienne est une bonne armée, particulièrement disciplinée, mais c'est une armée de conscrits. Et il n'est pas certain que les jeunes soldats acceptent aujourd'hui de tirer sur une foule où se trouvent leurs familles, leurs amis. Bon nombre d'officiers sont eux aussi hésitants. Leurs familles, leurs proches souffrent aussi de la crise économique et du manque de liberté. Beaucoup d'officiers généraux laisse entendre en privé que la situation actuelle ne peut plus durer. Bref, l'armée est aujourd'hui beaucoup moins sûre qu'il y a 10 ans. Le général Pinochet a donc dû faire des concessions. La levée de l'état d'urgence signifie que le droit de réunion est rétabli. La police et l'armée ne pourront plus effectuer des perquisitions sans mandat, garder des suspects sans présentation aux autorités judiciaires. Mais l'article 24 de la Constitution accorde encore au général Pinochet des pouvoirs discrétionnaires qui lui permettraient de contourner ces concessions. Le général Pinochet et l'armée semblent donc pratiquer aujourd'hui une politique d'ouverture face à la rue et face à la nouvelle alliance démocratique chilienne qui regroupe des partis de gauche et de droite. Mais le chef de l'État chilien n'a peut-être pas dit son dernier mot. Charles Hernu a quitté le Tchad ce matin. Le ministre français de la Défense a quitté N'Djamena après une visite de 2 jours. Il a été reçu une seconde fois par le président Hissène Habré et il semble maintenant que toutes les équivoques entre les deux gouvernements soient dissipées. La Libye de Kadhafi, qui vous le savez soutient les opposants d'Hissène Habré, la Libye s'en est pris aujourd'hui durement à la France et au président Mitterrand. L'agence officielle libyenne a accusé la France de pratiquer au Tchad une politique malhonnête et elle a accusé le président Mitterrand d'être hostile à l'islam africain. Le problème des euromissiles. Hier, le numéro 1 soviétique, Yuri Andropov, a fait une petite concession pour tenter de relancer les négociations de Genève. Il a proposé de limiter les fusées SS-20 soviétiques. Les premières réactions, notamment du côté américain, ont été positives, mais très prudentes. Alors, est-ce un premier pas? Est-ce une relance dans les négociations de Genève? Les explications de Maurice Verter. Dans la proposition de M. Andropov, il y a une nouveauté, un mot nouveau, détruire. M. Andropov reprend son idée de l'égalité des forces nucléaires en Europe en disant « Il y a à l'ouest 162 fusées nucléaires françaises et anglaises. Réduisons le nombre de nos SS-20 soviétiques à 162 aussi, et les autres, nous les détruirons. » Jusqu'ici, il avait dit « Nous les enlèverons. » Enlever, il n'est pas difficile de les remettre. Détruit, c'est plus sûr. Tout cela, bien entendu, à condition
que les pays de l'OTAN renoncent à déployer, comme prévu, leurs 572 euromissiles Pershing et Cruise en Europe de l'Ouest. Cela dit, la proposition de M. Andropov ne sera guère jugée plus acceptable dans son ensemble que la précédente. Les Français et les Anglais refusent de comptabiliser leurs fusées avec celles de l'OTAN parce que les fusées françaises et anglaises ne sont pas de la même nature que les SS-20 soviétiques pointés sur l'Europe de l'Ouest, comme les Pershing le seraient sur l'Europe de l'Est. Les fusées françaises et anglaises sont stratégiques, destinées à dissuader tout agresseur éventuel. Théoriquement, rien n'empêche que les fusées montées sur sous-marins aillent menacer Tokyo ou Shanghai, aussi bien naturellement qu'Odessa ou Mourmansk. Tout bien considéré, les premières réactions aux propositions Andropov ne sont pas totalement défavorables. Détruire des fusées, que voilà une bonne idée, disent les Américains. Nous verrons à la conférence de Genève qui recommence le 6 septembre si les Russes sont prêts à faire encore une autre chose dans la bonne direction. Si on se place d'un point de vue plus général, on constate que M. Andropov situe ses propos dans ce qu'on appelle une offensive de paix, sincère peut-être, mais avant tout politique. Et surtout, il apporte un aliment de choix aux pacifistes allemands, qui sont aux premières loges. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui est destinée à recevoir la plus grande partie des euromissiles. Les manifestations pacifistes allemandes, ralenties pendant la période d'été, viennent juste de reprendre et vont sans doute s'amplifier avec la rentrée. En Pologne, le pouvoir joue l'intimidation à quelques jours du 3e anniversaire des accords de Gdansk. 7 personnes accusées d'activités subversives ont été arrêtées ces jours derniers. Enfin, aux États-Unis, de nombreux Américains s'apprêtent à célébrer le 20e anniversaire de la marche sur Washington qui avait été dirigée par Martin Luther King, le défenseur des droits des Noirs. Une nouvelle marche sur la capitale fédérale est organisée. Nous allons voir tout de suite les images de cette marche sur Washington. Profitant du 20e anniversaire du discours de Martin Luther King, les principales organisations noires ont appelé à cette marche pour la paix, la liberté et le droit au travail. Des noirs, mais aussi des blancs, des dizaines de milliers. Il y a 20 ans, le 28 août 1963, à Washington, devant 200 000 personnes, Martin Luther King évoquait sa vision du futur. « J'ai fait un rêve, disait-il. Un jour, sur les collines de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens esclavagistes pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. » 3 mois plus tard, John Kennedy était assassiné à Dallas. 5 ans plus tard, Martin Luther King était assassiné à Memphis. Aujourd'hui, 20 ans après le fameux discours, les droits fondamentaux des Noirs et des Blancs sont les mêmes. Mais il y a un même. Par exemple, le chômage. Voilà un petit retour maintenant sur la première information de ce journal, à savoir le détournement du Boeing d'Air France. L'avion, aux dernières nouvelles, se dirigerait non pas vers Athènes, mais vers la Libye. En France, une offensive du gouvernement contre la bureaucratie, c'est ce qu'annonce Anicet Le Pors, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et des réformes administratives. Dans une interview au journal du dimanche qui paraît demain, il s'agit, dit-il, de donner à l'usager les moyens de se défendre vis-à-vis de l'administration. Au total, 64 mesures de simplification administrative sont prévues. Et sur un autre sujet, M. Le Pors estime qu'à aucun moment, les ministres communistes dont il fait partie ne se sont trouvés isolés au sein du gouvernement. La rentrée politique, c'est, vous le savez, la semaine prochaine. Plusieurs ténors vont faire leur rentrée à l'occasion des universités d'été des partis. Pendant l'été, en effet, les militants des partis se rassemblent de plus en plus souvent pour discuter, mais aussi pour se former à de nouvelles techniques. Exemple, ces militants du PS réunis à Lourmarin, dans le Vaucluse, pour un stage sur la communication et l'économie. Serge Misseret. Anne a 26 ans, elle est employée à la mairie de Villeurbanne. Didier, 24 ans, est déjà permanent du PS à Sartrouville. Ils sont la fine fleur du parti et noblesse oblige, ils ont choisi de sacrifier une semaine de leurs vacances pour parfaire leur initiation politique. En tout, 33 stagiaires, 15 femmes, 18 hommes qui ont travaillé 8 heures par jour dans un cadre acceptable, certes, sur des sujets ardus. Ce qui paraissait intéressant dans l'intitulé de ce stage, c'est qu'il alliait à la fois un objectif de formation théorique sur des problèmes économiques et sur des problèmes de relations internationales, et puis une partie consacrée à l'expression orale. Ça me paraissait une façon d'aborder la formation intéressante parce que alliant 2 éléments. Pourquoi l'économie? Pourquoi l'économie? Mais pourquoi pas? Une réponse dont le caractère polémique témoigne de la qualité de ce stage.
Et quelles sont les interrogations qui reviennent le plus souvent au niveau des militants dans ce stage? Il y a plusieurs questions. Il y a des questions sur la justice fiscale, sur la sécurité sociale, bien entendu, avec la proximité des élections du 19 octobre. Également sur la mise en œuvre des 35 heures. Autre question que l'on n'ose pas trop aborder devant la caméra, le débat interne du parti, entendez la querelle du CRS, mais chacun reste courtoisement sur ses positions. On est là pour apprendre. On nous initie à l'économie parce que c'est une donnée fondamentale de la personne humaine. Il est vrai qu'en ce moment, en plus, avec toutes les mesures qui sont prises gouvernementales, qui sont énormes, multiples, avec les problèmes économiques que l'on connaît, qui ont toujours existé, mais enfin qui sont mis en exergue ces temps-ci, il est important que chaque militant de base puisse connaître, répondre et appréhender les problèmes, au moins. Le Parti socialiste sait qu'aujourd'hui, comme hier, finalement, nous restons les meilleurs vecteurs, nous les militants, les meilleurs vecteurs de ce qui se fait. En dehors de toute presse, en dehors de toute autre chose. Le dernier jour du stage a encore été consacré à l'économie, mais cette fois-là, il faisait si beau que les militants, élèves et professeurs ont définitivement craqué. Ah, ça fait Politique toujours, avec la suite de notre enquête sur les hommes de l'ombre, les hommes qui remplissent des fonctions importantes dans l'ombre des dirigeants. Après Jean-Louis Bianco et Michel Delebarre, proches collaborateurs du président et du Premier ministre, voici le portrait de Robert Pandreau. Depuis les dernières élections municipales, il est le directeur de cabinet du maire de Paris, Jacques Chirac. Il est né il y a 54 ans au Puy. D'habitude, il fuit les journalistes et les caméras. Il a tout de même accepté pour Antenne 2 de se raconter et d'expliquer sa fonction. Le reportage de Jean-Louis Le Seine et Jean-Jacques Le Garec. Aujourd'hui, il est toujours derrière Chirac, cet homme qui n'a découvert le bulldozer de Pompidou qu'en 1970. Nous avions un ami commun qui est mort prématurément. J'ai vu Jacques Chirac au moment où l'un et l'autre sommes occupés de régler les problèmes douloureux qui se posaient à sa veuve et à ses enfants. Et c'est là où j'ai pu apprécier son sens de l'humain et surtout son sens de l'amitié. En ce mois d'août, et alors que le chef est en vacances, c'est lui qui garde les clés de l'hôtel de ville. On le dit diplomate, il sait être fait. Je crois qu'il faut porter plainte, la préfecture de police est tout à fait d'accord pour instrumenter. D'accord. Bien. De son rôle de directeur de cabinet, Robert Pandreau offre une définition plutôt classique. Le bureau du directeur de cabinet, c'est le lieu de passage obligatoire pour toute décision importante. Dans un sens, les 35 000 employés de la ville vers le maire, comme dans l'autre, Jacques Chirac vers ses services. Un poste qui pourtant, dans la conjoncture politique actuelle, avec l'opposition entre la ville et l'État, offre à Robert Pandreau l'occasion de manifester son sens de la fidélité. Je crois que le propre d'un directeur de cabinet, c'est d'être au mélange de l'administratif et du politique. C'est ce qui en fait sa difficulté, mais c'est ce qui en fait son intérêt. Qu'est-ce qui prime, le politique ou l'administratif? J'aurais assez tendance à dire que c'est le politique dans la mesure où il s'agit de traduire en termes politiques, avec un P majuscule, des décisions administratives, ou des documents administratifs que d'autres préparent. Dans la même journée du 9 août, monsieur le directeur de cabinet s'est rendu au centre de SOS handicapés et de SOS personnes âgées. À l'improviste, et uniquement pour vérifier la bonne affectation, la bonne gestion des deniers de la ville. Ça, c'est tout Robert Pandreau. En particulier parfait des opérations logement-foyer, dont on parlait tout à l'heure. Homme de l'ombre, il l'admet. Haut fonctionnaire, service, il l'admet aussi. Homme de confiance, c'est certain. Mais n'est-il pas davantage une véritable éminence grise de Chirac? Pourquoi voulez-vous que je sois une éminence grise? Jacques Chirac a une telle personnalité qu'il n'a pas besoin d'une éminence grise. Jacques Chirac, pour vous, c'est un patron ou un ami? J'essaie d'être auprès de lui un collaborateur discipliné, dévoué, mais je reste un ami et je pense que la réciproque est vraie.
Une carrière politique ne vous a jamais tenté? J'ai une certaine idée de l'État et de la fonction publique. Ce qui m'a jusqu'à maintenant empêché d'adhérer à un parti politique, quelles que soient mes attirances personnelles, et aussi de briguer n'importe quelle carrière politique. Je crois qu'il est bon que dans un État, il y ait une séparation entre l'administratif et le politique. Mais est-ce que ce n'est pas avant tout parce que vous êtes, vous, actuellement, déjà le véritable patron d'Hôtel de Ville? Je suis le directeur de cabinet de Jacques Chirac. Avec Jacques Chirac, il y a un patron, c'est lui. Là où Robert Pandreau semble moins à l'aise, c'est dans les manifestations officielles. Visiblement, 18 ans de préfectoral après l'ENA n'ont pas suffi à le rôder. C'est peut-être aussi parce qu'il sait qu'on garde avant tout de lui l'image d'un homme qui a été 13 années durant, un record, au ministère de l'Intérieur, et qui a terminé comme directeur général de la police nationale. À telle enseigne qu'on l'a accusé récemment de tirer de l'extérieur les ficelles de la police. Il y a eu des manifestations policières, mais elles étaient motivées par les difficultés que rencontre à l'heure actuelle la police. Elle n'a pas besoin de chef d'orchestre clandestin. Être ancien premier flic de France, c'est un pouvoir. C'est un honneur et un souvenir exaltant. De la police à l'hôtel de ville, ça a dû pourtant vous changer. Eh bien, pas tellement, car la police, comme directeur de cabinet de Jacques Chirac, maire de Paris, ça vous met, comme disait Camus, au centre des choses et au centre de beaucoup de problèmes humains, psychologiques et matériels, et je n'ai pas trouvé tellement de changements. Vous avez votre plan, là? Voilà. Ah, je suis très heureux. Mais, je dis aujourd'hui, demain sera demain. Robert Pandreau a su se rendre indispensable sous plusieurs gouvernements. Mais quand il parle de ses souvenirs dans la police, on peut se demander s'il ne fait pas plutôt référence à sa mémoire. En politique, il faut toujours avoir de son côté les hommes qui savent, et Chirac, à l'évidence, l'a compris. L'été a été cette année très meurtrier en montagne. Il y a eu par exemple dans les Alpes 80 morts durant ces vacances. C'est un bilan très lourd, plus du double de l'année dernière. Il ne semble pas dû cette année à l'inexpérience des alpinistes, mais plutôt aux conditions climatiques particulières et à la très grande fréquentation enregistrée cette année dans le massif alpin. L'Église saisie par l'informatique, en soi ce n'est pas nouveau. Il y a longtemps que l'Église, comme les sociétés commerciales ou comme les administrations, il y a longtemps qu'elle fait appel à l'ordinateur. En revanche, c'est l'utilisation qui est originale cette fois. L'ordinateur pour organiser un pèlerinage, en l'occurrence celui de Lisieux. Jean-Claude Darigo nous raconte cette histoire. 21h30, Lisieux, basilique Sainte-Thérèse. Tous les soirs de l'été, un spectacle au laser, coût de la réalisation 2 millions de francs. Le but de l'opération, faire découvrir par des moyens modernes la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le laser à l'église, de quoi faire rêver. Lisieux, un pèlerinage en pointe, un pèlerinage qui n'a pas hésité à se doter d'un ordinateur ultra sophistiqué. La machine digère des centaines de milliers d'informations et les ressort à la demande. Gestion des fichiers d'abonnés et aujourd'hui, traitement d'un sondage comme à l'IFOP ou à la Sofres. Mon père, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans le marketing religieux électronique? Marketing religieux électronique, c'est un bien grand mot. Ce qui a motivé notre sondage, c'est le désir de connaître les personnes qui viennent chez nous. Nous avons plusieurs centaines de milliers de pèlerins qui viennent chaque année à Lisieux, à la basilique, plus d'1 million, et nous désirons savoir qui ils sont, ce qu'ils désirent, quels sont leurs besoins. Les résultats du sondage sont assez étonnants. La clientèle du pèlerinage de Lisieux est relativement jeune. 39% des visiteurs ont entre 26 et 50 ans. Ils sont à 77% français et catholiques. Leur nombre, 1 300 000 chaque année. À la question « Êtes-vous venu pour prier ou pour visiter ?», ils ont répondu « Prière 24%, tourisme 28%, les deux ensemble 40%. » On n'est jamais venu ici, on vient faire un petit tour là, un peu pèlerinage peut-être un peu aussi malgré tout. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous aviez entendu parler avant? Non. Qu'est-ce qui vous a attiré ici à Lisieux? Mais disons que je suis croyant, ma famille aussi, et nous venons tous les ans ici en pèlerinage. C'est intéressant, Dieu? Oui. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant. Si on a l'amour de Dieu,
Moi, je trouve ça merveilleuse. C'est de la religion, de la superstition? Non. Au fond, c'est quand même... Non, superstition, non. Non. Mais il y a un fond de religion qui nous pousse à espérer quand même. Hein. Et puis, il y a les inévitables marchands de souvenirs. Le sondage les a oubliés, dommage. À Lisieux, ils ont l'honnêteté de ne pas se plaindre de leur sort. Ça vous permet de vivre? Oui. Bien, confortablement? Confortablement. Les pèlerinages avec ou sans ordinateur, un endroit où technique, tourisme et religion font apparemment un très bon ménage. Pourquoi pas après tout? Chacun y trouve son compte. Le secteur du cadeau souvenir religieux, par exemple, est l'un des seuls en France à ne pas avoir souffert de la récession économique. Le sport maintenant, demain c'est le Grand Prix de Hollande de Formule 1 à Zandvoort. Pour la deuxième séance d'essai, c'est Nelson Piquet, le Brésilien, qui a réalisé le meilleur temps. En conséquence, il partira en pole position, comme on dit, devant Tambay. Alain Prost, qui est en tête du championnat du monde, n'a réalisé que le 4e temps des essais. Sylvie Josse. Les images de ces essais. Nelson Piquet a donc réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essai. C'est la première fois cette saison que le Brésilien partira en pole position. Sa performance est d'autant plus grande qu'il a couru tous les essais sur la voiture de réserve. À ses côtés, on trouve Patrick Tambay. Le Français a considérablement amélioré son temps au cours de cette dernière séance d'essai. Il tentera demain de se remplacer dans la course au titre de champion du monde. De son côté, Alain Prost, le leader du championnat du monde, partira en deuxième ligne. Il a réalisé le 4e temps. C'est moins bien qu'hier, mais cela lui permettra de contrôler la course. Prost a 14 points d'avance sur Piquet au championnat du monde. Il reste 4 grands prix à courir. Cette année, Prost a beaucoup d'atouts dans la main. Cette année, tout est clair. Je suis en tête du championnat du monde. La voiture marche bien. Les gens qui sont autour de moi me font confiance et me donnent vraiment le matériel. Ils essayent de me donner le matériel le plus compétitif possible. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, je suis un peu le seul maître à bord dans ma voiture au moment des courses. Et c'est moi qui finit un petit peu le travail de tous ces gens qui sont derrière moi. Ça me donne des responsabilités, quelques problèmes, mais c'est ce que j'aime. On entend beaucoup dire, en tous les cas, puisqu'on est au moment de la période des transferts, on entend beaucoup dire que vous pourriez, le cas échéant, quitter Renault en fin de saison. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ce qu'il faut penser, c'est que c'est toujours possible à partir du moment où je suis en fin de contrat, mais je ne suis pas encore parti. Actuellement, on est en pleine négociation. Je crois que dans les prochains jours, je pourrai donner une réponse. Ce que j'essaye d'avoir, c'est la meilleure voiture possible et surtout d'être dans l'équipe qui me rendra, je dirais, le plus heureux possible. Mais ce que je ne veux pas surtout, c'est qu'après un titre que je pourrais avoir à la fin de l'année, croire que je veux seulement faire de l'argent, comme on dit. Ce que je veux l'année prochaine, c'est aussi être champion du monde, si je suis cette année. Je crois que c'est ce que je recherche en premier et c'est pas facile de faire le bon choix. Un record du monde en natation. Il a été battu la nuit dernière à Tokyo par l'Américain Steve Lundquist, qui a battu donc le record du monde du 100 mètres brasse en 1 minute 42 secondes et 25 centièmes, et cela en dépit d'un microbe tenace. Enfin, en cyclisme, c'est l'Irlandais Stephen Roche qui a remporté l'épreuve Paris-Bourges. Le tiercé maintenant, il se courait ce samedi à Deauville. Victoire de Porto devant Liffard Princess et de Massora. La combinaison gagnante, c'est donc le 16, le 5, le 3. Dans l'ordre, vous lisez les rapports sur votre écran. Demain, il y a un autre tiercier. Il y a lieu encore à Deauville. Pierrette Bress est toujours là-bas. Elle nous présente ses pronostics. Dernier dimanche à Deauville avant de retrouver la semaine prochaine l'hippodrome de Longchamp. Pour terminer en beauté le meeting de la Côte Normande, nous aurons au programme le Grand Prix de Deauville, le prix de la Nonnette réservé aux meilleurs pouliches de 3 ans et puis bien sûr le tiercier qui se courra dans le prix François André, le Grand Prix des casinos de Deauville. Cette course réunit une vingtaine de pouliches et de juments âgés de 3 ans et au-dessus. Et bien parmi elles, ce soir j'ai choisi de vous présenter Dame du Nil, entraînée par Gérald Sock. C'est Dame du Nil qui est là ce matin. Oui. Elle vient de travailler? Non, elle a travaillé avant-hier. Comment est-elle? Bien. Elle est en forme? Oui, elle est en pleine forme. Donc dans ce tiercé, quelles seront ses chances? Elle a une bonne chance si le terrain reste léger. Qu'est-ce qu'elle a fait auparavant? La dernière fois, elle a gagné un handicap ici, facilement. Donc elle aime bien Deauville? Elle aime bien Deauville. Et puis elle est très bien en ce moment. Dame du Nil, vous pensez qu'elle peut gagner ou simplement prendre une place dans ce tiercé? Elle est tellement bien que j'espère qu'elle va participer à l'arrivée. Maintenant, gagner, dans ces courses, c'est toujours assez difficile. Il faut avoir un bon numéro à la corde. Et vous alliez dire, elle est tellement bien que... Elle est tellement bien. J'espère bien qu'elle va gagner. Dans le pronostic que je vous propose maintenant, Dame du Nil, le numéro 13, sera ma favorite, suivie de Villa Bella, le numéro 14, et puis Leccia, le numéro 9.
Ensuite, j'accorderai une chance à Summer Review, le numéro 5, Angeles, le numéro 7, Conforme, le numéro 3, Ravenna, le numéro 20 et Rose Carol, le numéro 17. Notez bien leurs numéros, 13, 14, 9, 5, 7, 3, 20 et 17. Après les pronostics, voici les prévisions, celles d'Alain Gillot-Pétré pour la météo. La météo nationale avec demain du renfort pour les orages. Regardez-les, ces renforts d'orages, ils sont sur la photo satellite. Voilà, toujours la même situation, un anticyclone sur le nord de l'Europe, sur la Grande-Bretagne, le livre sterling est en hausse, et en bas, au sud du pays, une dépression. Ces renforts, les voici. Il y a d'abord cette ligne d'orage qui remonte d'Afrique, il y a ces orages qui étaient hier sur le Pays Basque, qui vont faire le tour par l'Espagne, qui vont se joindre à ceux-ci. Le tout va remonter lentement vers le sud de la France. À noter aussi, c'est intéressant, regardez ici cette petite pointe de brume sur le nord de la Bretagne, il faisait 18 degrés à 14 heures, alors qu'à la même heure, à 14 heures, juste au sud, il faisait 28 degrés, 10 degrés de différence entre ces deux zones distantes de quelques kilomètres. La carte pour demain sur la moitié sud du pays, encore un temps très chargé avec des pluies et le soir, de nouveau des orages plus abondants des Pyrénées à la Méditerranée et à la Corse. Ces orages devraient gagner tranquillement dans la journée le sud du bassin parisien, c'est pourquoi je les rajoute, tandis que dans le cours de la journée sur la moitié nord du pays, il aura fait beau, sauf persistance de quelques brumes comme celle que vous venez de voir sur les côtes de la Manche. Les températures sont rigoureusement stationnaires, cela va de 23 à 30 degrés, 29, disons 30 degrés aujourd'hui à Strasbourg, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas 30 degrés demain à Strasbourg non plus, 23 à 30 sur la moitié nord, 23 à 29 sur la moitié sud, c'est très uniforme comme température. Demain dimanche 28 août, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h02, couché 20h41, et pour les Augustins ça va être leur fête. Merci Alain. Maintenant, le dernier point sur le détournement du Boeing d'Air France qui assurait cet après-midi la liaison entre Vienne en Autriche et Paris. Après une escale à Genève, ce Boeing donc se dirige maintenant vers la Libye. Il y a une vingtaine de Français parmi les otages à bord de l'appareil. Il y a une centaine d'otages en tout. Une vingtaine de Français, donc une dizaine de passagers et les 8 membres de l'équipage. Voilà, Isabelle Bechler, aux alentours de 23h, vous donnera plus de détails sur cette information. Ce sera la dernière édition du journal. Demain, antenne de midi, ce sera Hervé Chabalier. Je vous retrouverai pour ma part pour le journal de 20h. Et puis, comme hier soir, nous allons terminer le journal avec des images étonnantes. C'est de la natation synchronisée au championnat d'Europe à Rome. Cette fois, les jeunes femmes sont par équipe. Cela se passait cet après-midi. Ce sont des Anglaises qui ont remporté le titre. Excellente soirée. Tu l'as vu ?